Au sommaire de cette édition, l'évêque Mike Joktan sera en Côte d'Ivoire du 3 au 6 septembre prochain pour une grande conférence. Les formations proposées par l'Institut supérieur de la formation continue ISFC sont désormais disponibles dans la région du Gontougou. Dialogue politique en République démocratique du Congo, un accord controversé rejeté par l'opposition. Ailleurs dans le monde, Trump refuse de s'engager à accepter les résultats de l'élection. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre ce point de l'actualité. Débutons en religion. L'évêque Mike Joktan sera en Côte d'Ivoire du 3 au 6 novembre prochain pour un grand programme. À cet effet, une conférence de presse a été animée par le révérend Olivier Naï. C'était ce jeudi 20 octobre 2016 au siège de l'ONG Amour du Christ dans la commune d'Angri. L'évêque Mike Joktan sera en Côte d'Ivoire du 3 au 6 novembre 2016 pour un grand programme. Un événement majeur qui requiert l'attention de tout le corps du Christ en Côte d'Ivoire. Ce temps d'impact sera marqué par la présence de plusieurs servantes et serviteurs de Dieu, et particulièrement celle des pères qui sont des références ecclésiastiques dans cette nation. À cet effet, une conférence de presse a été organisée par le révérend Olivier Naï ce jeudi 20 octobre 2016 au siège de l'ONG Amour du Christ pour situer l'objectif de ce grand rassemblement. Il vient précisément pour un événement concernant le corps de Christ, c'est une conférence sur le leadership. Et le concernant, à ce titre, c'est un expert dans le domaine, comme je viens de le dire, du management, du leadership. Et il est beaucoup plus orienté dans le domaine des conférences. C'est quelqu'un qui a fait ses études théologiques aux États-Unis. Il a obtenu des grands diplômes pastoraux là-bas. Et voilà quoi. Pour symboliser l'unité du corps du Christ, la prophétesse Naomi, présente à cette conférence, a lancé un appel aux leaders et visionnaires de l'œuvre. L'évêque Mike Joktan est une notoriété internationale. Il a un leadership qui parle de lui-même et je crois qu'au travers de son ministère, la Côte d'Ivoire sera bénie. Je vais exhorter tous les serviteurs de Dieu, tous ceux-là même qui sont prêts pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans la Côte d'Ivoire, de se mobiliser, se mettre autour de l'homme de Dieu, le prophète Olivier Naï, pour que vraiment cet événement-là soit une bénédiction pour notre nation. Le pasteur Eli, venu spécialement de l'Italie pour cet événement, a apporté sa pierre à l'édifice pour encourager tout le corps du Christ à participer massivement à ce grand programme. Et nous disons au corps du Christ de venir, parce que nous sommes là. Si nous on s'est déplacé de l'Italie pour être là, vous aussi devez être là. C'est un programme hors pair qui est contenu avec une consécration de grande envergure. Alors je vous invite à être là. Rendez-vous est donc pris du 3 au 6 novembre 2016 pour cet événement grandiose qui suscitera un moment de bénédiction pour toute la Côte d'Ivoire. Les formations proposées par l'Institut supérieur de la formation continue ISFC sont désormais disponibles dans la région du Gontougou. L'ISFC a officiellement lancé ses activités de formation dans cette région le 8 octobre 2016. C'est à la mairie de la ville de Bondoukou que l'Institut supérieur de formation continue, ISFC, a procédé au lancement de ses activités de formation dans la région du Gontougou. Cette cérémonie qui s'est étalée sur 2 jours, les 7 et 8 octobre 2016, a consisté le premier jour en un séminaire de formation sur le thème de la prise de décision. La cinquantaine de participants ont été formés par Dr Emmanuel Kouman, PDG de l'ISFC et d'autres experts de l'Institut sur des sous-thèmes tels que le gestionnaire en tant que décideur et les théories de la prise de décision. Une formation soldée par un diplôme remis le 8 octobre 2016, second jour de cérémonie. L'ISFC est un cabinet à vocation internationale, spécialisé dans la formation de haut niveau dans divers domaines et filières. L'Institut s'oriente vers le leadership et le management, nous dit son PDG, qui insiste à nouveau sur l'importance de la formation continue. Nous sommes venus à Bondoukou, qui est ma région natale, et je suis venu pour implanter le cabinet dans la région de Gontougou pour aider mes frères et mes sœurs, et c'est pourquoi nous sommes venus animer depuis le mois de juin jusqu'à ce jour. On a formé 120 personnes. Pour les récipiendaires et les autorités administratives de la région du Gontougou, l'initiative du cabinet ISFC est louable. Le monde évolue, les choses changent et il faut
On continue de se former pour être performant là où nous sommes. Et c'est pourquoi j'apprécie l'arrivée de ce cabinet à Bondoukou. Au lieu d'aller loin pour aller se former, on peut recevoir la formation sur place et acquérir des diplômes. C'est un plaisir que j'ai eu à acquérir cette formation. L'Institut supérieur de formation continue a formé plus de 120 personnes entre juin et octobre 2016. Le cabinet ambitionne d'ouvrir des représentations un peu partout en Côte d'Ivoire. Débutons l'actualité africaine en République démocratique du Congo. Les délégués présents au dialogue national ont validé le maintien au pouvoir de Joseph Kabila au-delà de la fin de son mandat. Les délégués du Forum du dialogue national, signataires de l'accord conclu lundi à Kinshasa en République démocratique du Congo, semblent être satisfaits de l'issue des travaux. Cet accord signé entre la majorité présidentielle et une partie de l'opposition approuve l'organisation de la présidentielle en avril 2018 ainsi que le maintien à la tête du pays de Joseph Kabila au-delà du 20 décembre. Il y en a qui choisissent de faire la guerre pour discuter après. Nous avons choisi de faire la paix pour éviter la guerre et épargner sur les vies humaines. Cet accord, c'est le socle pour la paix et la démocratie. C'est la voie de la raison qui a triomphé. C'est la voie de la sagesse aussi qui a triomphé. Et finalement, c'est le peuple qui a gagné. Oui, je pense que les accords seront respectés. C'est le souhait. Et la force d'un accord, c'est son respect. Si les accords ne sont pas respectés, cela ne fait que tomber dans le cycle de violence. Et ici donc, nous pensons que les accords qui viennent d'être signés seront bien respectés. L'UDPS d'Étienne Tshisekedi, l'opposant historique, a rejeté cet accord qu'il a qualifié d'anticonstitutionnel et appelle à un dialogue réellement inclusif en République démocratique du Congo. La disparition des gorilles des montagnes, les plus grands gorilles du monde, est une menace qui se fait de plus en plus sentir. Ces animaux ne vivent désormais qu'aux confins du Congo, du Rwanda et de l'Ouganda. Suivez. La disparition du gorille des montagnes, le plus grand gorille du monde, est une menace qui se fait de plus en plus sentir. Ici, au parc de Virunga, en République démocratique du Congo, la question est d'actualité. Les gardes forestiers du parc font souvent face à des braconniers de plus en plus armés, déterminés à tuer plus de gorilles pour répondre à la demande des réseaux de trafiquants. Ces braconniers sont lourdement armés. Nous avons eu quand même à avoir aussi cette idée-là de pouvoir former nos gens capables de pouvoir faire face à ces braconniers. Je peux le témoigner aujourd'hui, je ne crois pas qu'un braconnier aujourd'hui parviennent à chasser ou soit à pouvoir intimider nos vaillants gardes. La rémunération des gardes forestiers est un problème qui semble s'éterniser en RDC. En effet, ces hommes qui risquent leur vie pour celle des animaux perçoivent des salaires très bas. Les gardes ne sont pas, moi je dirais, bien payés. Et si le gouvernement pouvait rehausser leur salaire, cela pourrait leur donner une morale de pouvoir bien travailler. Ils seront capables de bien protéger cet écosystème qui est en voie d'extinction. Les gorilles sont tués pour leur fourrure, leur chair ou sont vendus comme animaux de compagnie. Faisons un tour en Guinée, parlons de politique. Après sa participation au sommet sur la sécurité de Lomé, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema se trouve aux Émirats arabes unis. Dans le cadre de la préparation du 4e sommet Afrique-Monde arabe qui se tiendra à Malabo en novembre 2016. La Guinée équatoriale renforce ses relations avec les pays du Moyen-Orient avant la célébration du 4e sommet Afrique-Monde arabe qui se tiendra à Malabo en novembre 2016. Le président Teodoro Obiang Nguema a débuté une tournée moyen-orientale depuis le 16 octobre 2016 en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis. Ces différentes visites ont pour objectif d'établir des contacts et signer quelques accords de coopération en faveur de différents secteurs socio-économiques de la Guinée équatoriale. Nous avons signé 3 accords. Le premier est relatif au transport aérien. Notre compagnie nationale CIBA peut maintenant voyager aux Émirats arabes unis et vice-versa. Les autres éléments sont inclus dans l'accord de protection réciproque
des investissements entre la Guinée équatoriale et les Émirats arabes unis. La Guinée équatoriale, comme les autres pays producteurs du pétrole, ont connu un fort ralentissement économique depuis 2013 en raison de la baisse du prix du baril. La tournée du président équato-guinéen permettra au pays d'établir un nouvel axe de coopération basé sur l'économie, la finance, le commerce extérieur, l'agriculture et l'alimentation. Ma visite a pour objectif de présenter une invitation aux investisseurs du Moyen-Orient en général et en particulier ceux d'Abu Dhabi afin qu'ils viennent travailler avec le continent africain. Je leur ai proposé de former une association d'hommes d'affaires. C'est une idée qui permettra le développement de nos pays. À titre de rappel, le premier sommet Afrique-Monde arabe s'était tenu en Égypte en mars 1977. Toujours en politique, cette fois au Rwanda, le roi Mohamed VI a entamé le 18 octobre 2016 une tournée en Afrique de l'Est. Le monarque chérifien a choisi le Rwanda comme première destination de cette visite. Ce 19 octobre 2016 a été marqué surtout par la signature de près de 20 accords socio-économiques. Le Rwanda et le Maroc ont signé 19 accords bilatéraux ce 19 octobre 2016 à Kigali, en ce deuxième jour de la visite officielle de 72 heures du roi Mohamed VI dans le pays. Des accords qui sont plus axés sur le social et l'économie. Il s'agit surtout de la création d'un fonds mutuel africain de 300 millions de dollars, dont 50 millions destinés au Rwanda, et la construction de 5000 logements sociaux d'un coût de 68 millions de dollars, grâce à un partenariat des secteurs privés rwandais et marocains. On s'inscrit dans les plans de développement des pays. Quand on parle de logement social, ça s'inscrit dans le plan de développement du Rwanda, dans la stratégie qu'a mise en place le leader qui est le président Paul Kagame pour améliorer la qualité de vie des Rwandais. Donc on s'inscrit dans cette dynamique. Quand on parle de pharmacie, de laboratoire pharmaceutique, c'est pour justement que les Rwandais aient accès aux médicaments et ça rentre également dans cette dynamique de santé, dans la stratégie du pays. Donc c'est normal qu'on soit dans des dynamiques socio-économiques. Les relations rwando-marocaines se réchauffent depuis 2015. Le président Paul Kagame s'est déjà rendu 2 fois dans le royaume chérifien dans ce sens. La première visite du roi Mohamed VI en Afrique de l'Est et au Rwanda témoigne d'une volonté de rapprochement des deux peuples selon les autorités. Nous sommes des pays ambitieux. Nous sommes des pays qui mettons l'accent avant tout et pour tout sur nos populations. Malgré la distance géographique, le Rwanda et le Maroc sont des pays destinés à avancer et nous avons voulu avancer ensemble. Après le Rwanda, la délégation du souverain chérifien se rendra en Tanzanie et en Éthiopie. Des visites pour mieux investir dans la région est-africaine. Ailleurs dans le monde, plus précisément aux États-Unis, Donald Trump a déclaré mercredi 18 octobre qu'il entendait garder le suspense quant à son éventuelle acceptation des résultats de l'élection présidentielle américaine du 8 novembre prochain. That's horrifying. You know, every time Donald thinks things are not going in his direction, he claims whatever it is rigged against him. The FBI conducted a year-long investigation into my emails. They concluded there was no case. He said the FBI was rigged. He lost the Iowa caucus. He lost the Wisconsin primary. He said the Republican primary was rigged against him. Then Trump University gets sued for fraud and racketeering. He claims the court system and the federal judge is rigged. There is a tradition in this country, in fact, one of the prides of this country is the peaceful transition of power, and that no matter how hard fought a campaign is, that at the end of the campaign, that the loser concedes to the winner, not saying that you're necessarily going to be the loser or the winner, but that the loser concedes to the winner and that the country comes together in part for the good of the country. Are you saying you're not prepared now to commit to that principle? What I'm saying is that I will tell you at the time. I'll keep you in suspense. Les présidents russes et ukrainiens veulent sortir de l'impasse dans le conflit en Ukraine. Ils se sont fixés pour objectif d'approuver une feuille de route d'ici fin novembre.
Les présidents russes et ukrainiens veulent sortir de l'impasse dans le conflit en Ukraine. Ils se sont fixés pour objectif d'approuver une feuille de route d'ici fin novembre, un premier terrain d'entente après 5 heures de discussion à Berlin, leur premier sommet depuis 1 an en présence d'Angela Merkel et de François Hollande. Les discussions que nous avons eues jusqu'à présent vont prendre la forme d'une feuille de route, a déclaré Petro Poroshenko. Elle donnera les détails de l'application des accords de Minsk et les garanties pour qu'ils soient bien appliqués. Les accords de Minsk, signés en février 2015, comprennent le respect du cessez-le-feu, l'organisation d'élections dans l'Est ukrainien, la libération des prisonniers détenus dans chaque camp et la restauration du contrôle par l'Ukraine de sa frontière orientale. Nous avons confirmé être prêts à étendre la mission de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe dans les zones où les troupes vont se retirer et là où sont stockées des armes lourdes, a déclaré Vladimir Poutine. Pour le président ukrainien, il n'y a pas d'élection possible sans retrait des troupes étrangères, une allusion directe à la présence, toujours démentie par Moscou, de forces russes aux côtés des rebelles dans l'est du pays. L'Europe spatiale va tenter mercredi de poser en douceur l'atterrisseur Schiaparelli à la surface de Mars et placer simultanément la sonde scientifique TGO autour de la planète, un exercice lui aussi très délicat. Étape cruciale ce mercredi pour la mission ExoMars. Après un voyage de 7 mois, le module Schiaparelli va tenter de se poser sans encombre sur la surface de Mars. Un exercice risqué car il est extrêmement difficile de réussir un atterrissage, ou plutôt un amarcissage sur la planète rouge. Jusqu'à présent, seuls les Américains ont réussi à poser sur Mars des engins qui sont parvenus à fonctionner par la suite. L'enjeu est donc de taille pour cette mission menée conjointement par l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale russe. C'est la 2e fois que l'Europe se lance à la conquête de Mars. Il y a 13 ans, la sonde européenne Mars Express avait largué un mini-atterrisseur, mais il n'a jamais donné signe de vie. La mission de Schiaparelli est d'apprendre aux Européens à atterrir sur Mars. Et en cas de succès, une astromobile pourrait être envoyée en 2020 pour rechercher des indices d'une vie actuelle et passée. Mars, qui se situe dans la zone habitable de notre système solaire, continue de fasciner les scientifiques du monde entier. Avec les concepts cars, les véhicules électriques, les voitures autonomes étaient un des sujets très souvent abordés dans les travées du mondial de l'automobile à Paris. Elles sont passées en quelques années de la science-fiction à des options de plus en plus populaires sur des véhicules de série. Avec les concept cars, les véhicules électriques, les voitures autonomes étaient un des sujets très souvent abordés dans les travées du mondial de l'automobile à Paris. Il faut dire que ces voitures sont passées en quelques années de la science-fiction à des options de plus en plus populaires sur des véhicules de série. La technologie des voitures autonomes est en constante évolution. L'an prochain, on verra arriver des voitures de série dont on pourra lâcher le volant pendant 30 secondes maximum. Et la voiture pourra évoluer seule, sur l'autoroute par exemple. Et cette évolution va se faire par paliers. Tous les 5 ou 10 ans, le chauffeur pourra abandonner de plus en plus de fonctions, jusqu'à ce que d'ici 10 ou 15 ans, il pourra laisser la voiture faire tout d'elle-même. Tout le monde s'y est mis, même si de nombreuses questions non certaines peuvent paraître philosophiques, n'ont pas encore trouvé de réponse. Il y a encore une grande question chez les fabricants. Quel niveau de contrôle sont-ils disposés à abandonner? Quelle sera la part de la voiture, celle du conducteur? Il y a aussi le problème de droit. Qui sera responsable en cas d'accident? Et il y a aussi un débat quant à savoir si une voiture est toujours une voiture si on lui abandonne tout le contrôle. Dans les voitures, pour l'instant bien peu autonomes, les avis sont partagés. C'est l'évolution. Pourquoi je ferais attention en allant au bureau, en me concentrant sur la route alors que je peux lire le journal ou un livre, ou faire une sieste pendant que la voiture me ramène à la maison? C'est étonnant. Moi, à aujourd'hui, j'ai pas du tout confiance dans ce genre de véhicule. À eux de nous démontrer que ça va être possible dans les années à venir. Pour le moment, je préfère conduire moi-même. Et ce futur qui ne fait pas l'unanimité pourrait bien être déjà là. Il est même de l'ordre du présent, comme ici à Singapour avec des taxis autonomes qui commencent à embarquer leurs premiers clients.
C'est dans cet atelier que sont confectionnées les tenues de la police, une initiative qui permet à ce corps de réduire les coûts de production et de ses uniformes. Un projet initié par la police il y a 3 ans. Cet atelier de couture situé à Kampala, la capitale ougandaise, est un projet initié par la police il y a 3 ans. Une première dans ce pays des Grands Lacs. Le but est de réduire les dépenses et éviter les désagréments causés par les retards observés dans la livraison des tenues par les fournisseurs. Près de 200 personnes y travaillent, essentiellement les épouses des agents de police. Cet emploi me motive, car ma situation a évolué depuis mon arrivée ici. À présent, je peux aider mon mari financièrement. Je peux prendre soin de mes enfants et de mes parents. Je parviens aussi à aider mes frères et sœurs avec le peu que je gagne. Avec une capacité de production de 400 uniformes par jour, l'atelier répond aux besoins des 45 000 agents de police du pays. Grâce à ce projet, le coût de production est passé de $27 par pièce à $23. Mais comment fonctionne cette unité de production? La couture ici se fait en série, explique notre correspondante. Chaque pièce passe par 14 couturières et elle sera finalisée au dernier point, puis envoyée à la salle de tri. Un projet d'agrandissement de l'atelier est envisagé par les responsables. Maintenant qu'on parvient à satisfaire nos besoins en tant que police, on souhaite aller gagner des marchés ailleurs pour les tenues des prisons et de l'armée. Cette entreprise a transformé la vie de ses employés. Pour la plupart, elles sont autonomes sur le plan financier. Terminons ce journal avec le Tour de France. Le voile est levé sur le Tour de France de 2017. Le tracé tant attendu a été dévoilé ce mardi à Paris. La grande boucle débutera le 1er juillet par un contre-la-montre individuel à Düsseldorf en Allemagne. Suivons cet élément. Le voile est levé sur le Tour de France 2017. Le tracé tant attendu a été dévoilé ce mardi à Paris. La grande boucle débutera le 1er juillet par un contre-la-montre individuel à Düsseldorf en Allemagne. Puis les coureurs passeront par la Belgique et le Luxembourg. La suite se déroulera essentiellement dans l'Est et la moitié sud de la France. Et surtout pour la première fois depuis 25 ans, le peloton traversera les 5 principaux massifs montagneux de l'Hexagone, dans l'ordre le Jura, les Vosges, les Pyrénées, le Massif central et les Alpes. Autre temps fort, le contre-la-montre à Marseille lors de l'avant-dernière étape qui s'élancera depuis le stade Vélodrome. Nouveau maillot jaune du Tour de France is a fabulous win for Jorgensen Pantano. Peter Sagan est très fort, Peter Sagan est très fort. Ce Tour 2017 s'achèvera comme d'habitude sur les Champs-Élysées le 23 juillet. Le peloton traversera notamment la nef du Grand Palais. Le tenant du titre Chris Froome tentera de viser un 4e titre sur la grande boucle. L'an passé, le Britannique avait devancé le Français Romain Bardet et le Colombien Nairo Quintana. Et c'est ici que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dieu vous bénisse. À bientôt.